Je m'appelle Richard Gottener, je suis, comment on pourrait dire, je vais dire fantaisiste. Melody Makers, le podcast qui décortique, analyse, épluche la musique. Melody Makers. Je suis aujourd'hui avec Richard Gottener, auteur et interprète d'un nombre incalculable de tubes pendant plusieurs décennies. Ce personnage à la fois clownesque et poète manie le verbe avec justesse et humour et nous raconte son histoire musicale, ses débuts dans la pub, son rapport à l'écriture et bien sûr, il parcourt sa discographie et révèle ses projets. Branchez le casque, montez le son, on l'écoute. Bonjour Richard, alors si tu devais décrire l'enfant que tu étais, qu'est-ce que tu en dirais ? Quand je suis tout petit, j'aime beaucoup mes parents, je suis très câlin, très gentil, très mignon, un peu tête de l'art quand même, un peu tête de l'art. J'ai passé des journées entières au coin parce que je voulais pas dire bonjour à un monsieur. Et on m'a pas fait changer d'avis. Il me plaisait pas. Et puis j'ai très très vite, je pense, adoré, amusé mes petits camarades. Oui, d'abord au pied de ton immeuble, puis à l'école, c'est ça ? Moi j'étais dans les cours de récré, je me dispensais de football parce que j'avais des lunettes. Et je me mettais dans un coin avec un mec qui racontait des blagues et on disait des bêtises plutôt que de... Voilà. Plutôt. Et puis j'étais beaucoup avec les filles. Beaucoup. Pas pour parler couture, hein. Ouais. Mais enfin bon, moi j'aimais bien être avec les filles. Et après alors Colonie de vacances, les scouts, les machins, tout ça. Très vite, je me suis retrouvé dans le camp des déconneurs. Voilà. Même en classe, j'étais pas au fond de la classe, c'était pas mon truc. J'étais plutôt au premier rang, d'abord parce que, étant très miro, c'était mieux pour voir ce qui se passait au tableau. Et puis, quand je faisais rire la classe, j'aimais bien que le prof rie avec la classe aussi. Voilà, donc j'ai toujours été un peu une vedette, quoi. Alors, à 13 ans, ton père t'offre un magnétophone, je crois. Et là, c'est la révélation. Tu passes des heures dans ta chambre à enregistrer des histoires. Tu fais les bruitages, tu fais du montage. Bref, tu peux nous raconter ? J'ai eu un premier magnéto que j'adorais. Et puis après, j'ai eu un dual. Un dual, ça permettait un re-recording. C'est-à-dire que c'était un stéréo. On enregistrait d'abord une piste et ensuite on enregistrait la deuxième piste en balançant en même temps l'enregistrement de la première piste. Ce qui fait que en allant d'un truc à l'autre, on arrivait à faire plusieurs pistes. Sauf que, évidemment, ça s'empilait et il y avait un souffle de la mort. C'était un peu... c'était pas très... Mais ça permettait quand même de raconter des histoires, d'être plusieurs alors qu'on est tout seul dans sa chambre. Et à qui tu fais écouter ces productions ? Ah bah là c'est pour moi, c'est essentiellement pour moi tout seul, hein. Je fais écouter un peu à des copains, à mes parents, mais c'est pas professionnel. J'ai 13 ans, c'est dans ma chambre, je m'amuse beaucoup avec ça, quoi. Je m'amuse comme je m'amusais avec un train électrique, avec un mécano, tout ça, quoi. Mais j'aimais bien. Alors déjà à l'époque, je faisais des fausses pubs. Oui, on va en parler de ton job dans la pub. Mais avant cela, tu écoutes quoi comme musique ? J'avais hérité de mon père un Brassens, un Beko. J'ai écouté Bob Azam, Chérie je t'aime, chérie je t'adore, comme la salsa des pommes d'or. J'ai écouté Petula Clark, Richard Anthony, ce genre de truc, c'est-à-dire qu'on était dans les yéyés un peu. Et puis mon premier 33 tours que j'ai acheté, ça a été 100% rock, des Chaussettes Noires. Alors là, je passais déjà un cran au-dessus, là.
Mais le vrai grand tournant, là où vraiment j'ai décollé en musique, et vraiment ça m'a fait pousser des ailes, ou enfin grandir les oreilles au point qu'elles sont devenues des ailes, c'est avec les Beatles, évidemment. Les Beatles ont été une vraie révélation pour moi. J'ai été accroché, j'ai été fan des Beatles dès le premier jour où j'ai entendu leur première chanson, quoi. C'était Love Me Do, et je suis devenu fan pour toute la vie avec ça. Est-ce que tu as une formation musicale? Absolument pas. Pas de cours de chant, rien? Non. J'ai toujours chanté juste. J'étais dans des chorales où j'avais une voix de petit garçon qui chante très haut. J'avais de l'oreille. On m'appelle Feuille de Lynx. Alors moi, je fais de la musique avec les mots, surtout. C'est-à-dire que rythmiquement, déjà, quand j'arrive avec un texte auprès d'un musicien pour demander une composition, il y a déjà une structure rythmique qui déjà est une ossature très très sérieuse pour lui. Alors j'ai jamais prétendu être musicien, parce que je suis pas compositeur. Moi je m'exprime par image et par impression, et avec les musiciens on se comprend très très bien. Je leur marche pas sur les pieds ni sur les plates-bandes, hein, parce que je leur laisse, je suis un peu infirme, étant donné que je suis pas compositeur, mais je participe quand même vachement beaucoup aux compositions. Donc ça c'est ma façon à moi de faire de la musique, c'est rythmiquement, il faut déjà que mon texte sonne. Quand j'enregistre, quand j'ai fini d'écrire un texte, en principe, je l'enregistre, je l'écoute, et il faut déjà que ça sonne. Alors justement, comment t'es venu ce goût pour l'écriture et ce sens de la formule? Ce goût de l'écriture, je sais pas comment c'est venu finalement assez tard. C'est venu assez tard quand même. La vraie écriture, écrire des chansons, tout ça, c'est pas venu tout de suite, hein. J'ai pris goût au façonnage des textes, aux mots, savoir placer des mots précisément dans une phrase. En fait, les textes de chansons sont des... Comment dire, il faut absolument pas, à aucun moment donné, qu'il y ait un mot qui soit mis pour remplir un vide. C'est pas fait pour ça. Il faut que ce soit chaque fois, si possible, un joyau. Comme dans une pièce d'orfèvrerie, où on met pas sur une couronne, on met pas un caillou pour remplir un espace où on n'a plus de diamants. Il faut mettre que des diamants, des rubis, des trucs. Alors bon, c'est peut-être un peu prétentieux ce que je dis. Mais après tout, si je suis pas prétentieux, personne va l'être pour moi. Donc non, mais c'est un vrai plaisir et un jeu de trouver les mots qu'il faut. Et le français, pour ça, est c'est une mine d'or, quoi. Il y a pour chaque nuance de sentiment, de couleur, de chaleur, de froideur, d'acidité, il y a le mot qu'il faut. Il y a le mot précis qu'il faut. Mais alors, pour revenir au début de ta carrière, à quel moment tu as commencé à faire de la musique? J'ai commencé à gagner des sous, à gagner ma vie en faisant de la publicité. Par hasard, je me suis retrouvé prof de pub et j'ai appris moi-même la pub en enseignant la pub. Et je me suis dit, mais effectivement, plutôt que d'essayer de faire des sketchs, de raconter des histoires et d'être... je voulais faire avec mon ami Jackie, on voulait faire Poire et Sirop. Et on n'était pas... On était pas aussi bon qu'eux. Et en tous les cas, quand j'ai commencé à faire de la pub, disons que la pub me donnait l'impression de pouvoir m'offrir un espace de jeu
de permettre de mettre mon esprit créatif au service de quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai pu inventer des trucs, je me suis beaucoup amusé à inventer plein de petits sketchs, des chansons, des petits trucs pour la pub. Alors, il y en a notamment deux dont tout le monde se souvient. Il y a Belle des Champs, cette pub pour le fromage. Et puis celle pour la boisson Banga. Ces deux spots de pub, finalement, ont déclenché ton envie pour faire des chansons. En fait, l'écriture des chansons est venue, non pas après, mais est venue pendant. C'est en écrivant des jingles de pub que j'ai commencé à écrire des chansons et réciproquement. Tout ça s'est fait en même temps. Donc à partir de là, tu vas enregistrer ton premier album. Comment ça s'est passé ? Il y a une agence qui m'a imposé un studio et des musiciens. Et parmi ces musiciens, il y avait Claude Angèle, que je connaissais de réputation, qui était guitariste de Magma, qui était déjà une grosse pointure. Et j'ai été le voir à la fin de la séance. Et puis je lui ai dit, est-ce que ça vous brancherait de faire des chansons sur des textes que j'ai écrits et tout. Et puis finalement, il a dit oui. Enfin, je lui ai passé les textes et tout ça, il a dit oui. Et puis, on a fait le premier album qu'on a fait. C'était à Châteaufort. C'était une ville qui se trouve c'était à la campagne, quoi, en dehors de Paris. Il avait loué un 16 pistes qu'il avait mis dans la salle de bain. Il y avait les fils qui passaient sous la porte. Et de l'autre côté, on avait une console avec 2 tranches. 2 tranches. Bah oui, stéréo. Donc il y avait 2 tranches, pas plus. Et on a enregistré ce premier album vraiment sur un coin de table à la campagne. Je me souviens, à un moment donné, on avait fait une batterie. On pouvait même pas la mettre dans la pièce, donc elle était dans le jardin. Le batteur était dans le jardin. Et puis ensuite, on a eu quand même avec cet album un gros succès d'estime. Il y a eu Polochon Blues qui a marqué un peu les esprits. Il y avait le Moustique, il y avait le Taquin et la Grognon, qui est la première chanson que j'ai entendue à la radio dans un café. Cette chanson sortira en 1977 sur le premier album de Richard Gottener, Le Forgeur des Temps. C'est un truc formidable, ça. Je rentre dans un café pour boire un café au comptoir, et là j'entends à la radio ma chanson. Bah, ça c'est putain de... c'est l'entrée dans le truc, quoi. Et 2 ans plus tard, c'est Comte de Traviole. Dès le deuxième album, Claude a voulu qu'on aille chez son frère, Selma Arangel. Et là, Selma Arangel, lui, était un spécialiste des synthés, des claviers, des machines, des Moog, tout ça. Donc, c'est lui qui a pris les commandes de l'enregistrement. On s'est plus soucié de cette partie-là. C'était vraiment l'affaire de Selma. Et là, on était 3. Et ce côté triangulaire du groupe a été hyper créatif. Là, c'est-à-dire qu'on était tous un peu spécialistes dans notre truc. Donc on marchait pas sur les plates-bandes de l'autre, mais on était toujours soumis à la critique, à l'esprit critique des 2 autres. Et ça a donné, ça a donné un résultat qui était assez sympa, quoi. Puis vient alors la grande décennie Richard Gottener, durant laquelle sortiront une flopée de tubes. Le premier étant Primitif. On est alors en 1980.
Alors, c'est quoi le secret, Gottener? Mais j'en sais rien. En fait, j'en sais rien du tout. Ça, c'est vraiment, c'est magique. Hein. Alors, il y a l'inspiration. C'est un truc qui, quand même, il faut ouvrir une porte pour qu'elle rentre. Hein. Ça tombe pas comme ça. Hein. Faut chercher l'inspiration. J'aimerais bien qu'elle vienne plus souvent, mais c'est comme ça. Elle vient, elle vient, mais en même temps, il faut aller la chercher. Et comment tu fais? Comment attaquer un sujet? Par quel biais tu vas l'attaquer? Tu vois, tu veux faire une chanson d'amour, bah, tu veux dire je t'aime à une gonzesse. Bon, tu peux dire je t'aime, mais bon. Ouais, ça a déjà été fait. Ça a déjà été un peu fait, ouais. Donc, tu peux lui dire, par exemple, je te déteste. C'est un biais. Je te déteste parce que quand t'es pas là, je m'emmerde. Donc, le biais est très important. Et puis après, il y a les mots. Et puis après, il y a la conjugaison des mots. Enfin, la juxtaposition des mots. Un mot tout seul, c'est rien. Et après, une fois que la chanson a commencé, que la sauce a commencé à prendre, là, c'est plus toi le maître de la situation. C'est la chanson qui demande la suite. T'es obligé de te soumettre aux exigences de ce début. Il y a un côté magique quand même quand ça fonctionne. Ça m'est arrivé de pleurer de joie devant la réussite devant ce que je considère la réussite d'un texte ou un truc qui aboutit. Ça peut me faire pleurer de joie, quoi. Parce que c'est, je suis même pas, comment dirais-je, j'arrive même pas à me rendre compte que c'est moi qui l'ai fait, quoi. En 1981, c'est le Sans Pas qui cartonne. Ce morceau qui est une commande pour le film de Claude Berry, Le maître d'école avec Coluche. Et c'est pas terminé. En 1982, sur l'album Champs Azou, disque d'or au passage, on retrouve encore une pépite, le Mambo du Décalco. Extrait. Il y aura aussi le Yuki en 1984, puis Caféine en 86 et même Femme à lunettes en 1988. Comment à ce moment-là vis-tu le succès et la notoriété? Alors, comment je pourrais dire? Alors, je peux pas dire quelle était la perception des autres à mon égard à ce moment-là, si j'ai pris la grosse tête ou pas, je pense pas, mais c'est possible, j'en sais rien. En tous les cas, ce que je sais, c'est que ça m'a pas apparu comme un truc anormal. C'était dans la continuité de ce que j'avais toujours cherché et de ce que j'avais toujours été. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais un peu, même en colo de vacances, j'étais un peu vedette. Donc je suis pas tombé de l'armoire quand je suis devenu une vraie vedette. C'était un peu dans la normale des choses, quoi. Voilà. Alors après, oui, que les gens vous reconnaissent dans la rue et tout ça, il faut surtout, je pense, pas trop se la raconter, quoi. Voilà, faut savoir que tout ça est très relatif, que c'est fragile, que c'est et que c'est comment dirais-je, faut regarder loin devant. Faut pas se satisfaire des applaudissements qu'on entend là tout de suite. S'il faut surtout chercher, c'est des applaudissements qu'on aura plus tard et qui vont suivre ceux-là, quoi. Ceux-là, ils sont plus difficiles à obtenir.
Au cours des années 90 et 2000, Richard Gottener tourne dans plusieurs films au cinéma et pour la télévision. Ensuite, il se dirige davantage vers la scène avec plusieurs spectacles à son actif. Parlons maintenant de ton actualité. Tu proposes un spectacle qui s'appelle Gottener ramène sa fraise. Tu peux nous en parler ? Le spectacle que je fais actuellement, où je fais mes textes sans les chanter, ça, en tous les cas, près des gens, tous les gens qui voient le spectacle, mais tout le monde vient me voir après en me disant c'est drôle parce que on connaît vos chansons par cœur et on découvre qu'il y a des textes. Ça, c'est très amusant comme histoire. La mélodie, elle arrondit les angles aussi un petit peu, hein, en ce qui concerne un texte. Elle rend plus digeste le verbe. Quand il est tout nu, sans mélodie, le mot est plus comment dirais-je, plus tranchant, il rentre plus dans le gras. Hein. Et en tous les cas, avec ce nouveau spectacle, j'ai pas voulu. C'est un peu par hasard que je me suis que ça m'est arrivé, que j'ai dit les textes plutôt que de les chanter. Et en fait, j'ai trouvé ça vachement bien. Les gens aussi qui ont vu ça. Et en fait, je me suis méfié de pas faire. On est au bord du truc chiant. Hein. Ça pourrait être très chiant, un mec qui dit des textes et au lieu de les chanter. Ça pourrait être très casse-couille. Hein, et j'ai vite compris ça. Hein, donc réciter, je veux pas réciter, quoi. C'est surtout pas ça. C'est pas des récitations. Je ne dis pas des textes. Je les vis, je les joue. Il faut que ce soit aussi bien que si c'était chanté. Si c'est mieux, c'est encore mieux, quoi. En tous les cas, c'est autre chose. C'est tout à fait autre. C'est autre chose. Et ça amuse beaucoup les gens, ce qui est vachement bien. Et ce qui est aussi très très bien, c'est que nous, puisque je fais ça avec un musicien formidable qui s'appelle Brice Delage, qui est un guitariste de haut vol, doublé d'un bon complice de spectacle, parce que lui, il fait beaucoup de bruitage avec sa guitare. Donc, il a toujours fait ça, et il m'a dit, c'était le seul à m'avoir demandé ça, en fait. Je suis le premier mec qui lui demande de faire ce qu'il sait faire. Donc c'est génial. En plus, il connaît mon répertoire par cœur. Je trouve que le spectacle, il est très... Enfin, nous, on prend un plaisir fou. Hein. Et puis, c'est des montagnes russes. Hein. C'est-à-dire qu'au niveau de ce qu'on transmet au public et tout ça, un coup, je te le fais rigoler, un coup, je t'amène au bord des larmes, un coup, je t'amène dans un truc... tu vois, ça bouge beaucoup. Hein. Et tu vas jouer ce spectacle jusqu'à quand ? Jusqu'à plus soif, jusqu'à ce qu'on ne veuille plus de moi. J'ai très envie de le jouer. C'est le spectacle... C'est sans doute le spectacle que j'ai le plus envie de faire découvrir. Merci, Richard Gottener. Merci à toi et merci à vous tous. Pour plus d'infos sur ce spectacle, rendez-vous sur gottener.com. C'était Melody Makers, le podcast qui décortique la musique. Réalisé par Julien Louette. Plus d'épisodes sur toutes les plateformes. Partagez, commentez, likez. Si vous souhaitez découvrir les coulisses de mes entretiens, rendez-vous sur le compte Instagram Melody Makers Podcast. Vous y trouverez photos, vidéos et bonus. Merci pour votre écoute. Rendez-vous au prochain épisode.